Eh bien, bonjour et bienvenue à tous pour l'étude de ce chapitre qui porte sur la dualité onde-particule. Alors, un chapitre qui va reprendre des notions que vous avez déjà abordées l'année dernière, notamment celle du photon. Alors, on va commencer par se poser la question, quel modèle est-ce qu'il faut retenir pour la nature de la lumière? Alors, pour bien comprendre comment on est arrivé à cette notion de dualité, il va falloir se replonger un petit peu dans le contexte historique du XVIIe siècle et des siècles suivants. Alors la présentation que je vais vous faire, elle n'est pas exhaustive, je vais passer sous silence les travaux de nombreux savants et physiciens, mais en fait ça serait beaucoup trop long de tout détailler. Alors au XVIIe siècle, Huygens, qui était mathématicien et astronome hollandais, considérait que la lumière était une onde, c'est-à-dire une vibration qui se propage. Sa théorie va se heurter quelques années plus tard à celle d'un éminent savant anglais, Newton, pour lequel la lumière est un flot de particules. Et en fait, chacun interprète à sa façon les phénomènes lumineux. Par exemple, pour le phénomène de réfraction que vous connaissez bien normalement, vous l'avez abordé en seconde, je vous rappelle, la réfraction, c'est le changement de direction que subit la lumière lorsqu'elle change de milieu de propagation. Alors pour Huygens, s'il y a réfraction, c'est parce que la vitesse des ondes diminue lorsqu'elles entrent dans l'eau. Pour Newton, c'est au contraire parce que la vitesse des corpuscules, des particules, augmente. Au XVIIIe siècle, Young, Fresnel, Arago découvrent les phénomènes de diffraction, d'interférence et de polarisation de la lumière qui prouvent la nature ondulatoire de la lumière. Mais Newton, qui avait trouvé une explication à la gravitation et au mouvement des planètes, bénéficie d'un immense prestige et de nombreux savants en fait restent partisans de la théorie corpusculaire. Il y avait donc, XVIIe, XIXe siècle, une controverse sur la nature exacte de la lumière. Alors pour trancher, Arago propose de comparer expérimentalement la vitesse de la lumière dans l'eau et dans l'air. C'est une expérience cruciale qu'il va réaliser en 1850. Verdict, la vitesse est plus faible dans l'eau. Huygens avait donc raison. Et donc, XVIIe, XIXe siècle, c'est la théorie ondulatoire qui est retenue. La lumière est considérée comme une onde. Alors, je vous rappelle ce qu'on a vu au début de l'année, des phénomènes que normalement vous connaissez bien. Donc, à gauche, le phénomène de diffraction. Donc, un faisceau lumineux passe à travers une fente simple. Donc, la fente, c'est ce schéma là, enfin cette figure-là, la figure de diffraction que l'on reconnaît bien, une frange centrale large et brillante, entourée de franges noires puis brillantes, mais moins brillantes que la frange centrale et moins large. Si au lieu de faire passer la lumière par une fente, on la fait passer par un trou, on obtient la figure de diffraction qui est donnée juste en dessous. C'est un disque lumineux entouré d'anneaux alternativement brillants et sombres. À droite, c'est ce qu'on avait étudié, le phénomène d'interférence. Là, la lumière, au lieu de la faire passer par une fente, on la fait passer par une double fente, ce qu'on appelait les fentes de Young. Et on observe une alternance de franges brillantes et sombres. Et on avait défini, je vous rappelle, l'interfrange que l'on notait I comme étant la distance qui sépare le centre de deux franges brillantes consécutives ou de deux franges sombres consécutives. La petite figure qui est ici, c'est avec des trous de Young. Donc on voit bien cette alternance toujours de franges brillantes et sombres. On avait dit, chose importante, que les phénomènes de diffraction et d'interférence sont des manifestations du caractère ondulatoire de la lumière. Alors on pourrait croire que le débat est tranché, mais en fait non. En 1885, un physicien allemand, Hertz, met en évidence un nouveau phénomène qui est l'effet photoélectrique. Alors c'est un phénomène par lequel certains matériaux émettent des électrons sous l'action de rayons lumineux à certaines fréquences. Et cet effet photoélectrique, il est impossible de l'expliquer en considérant la lumière en tant que onde. Au début du XXe siècle,
Einstein va redonner du crédit au corpuscule de Newton. Et il va annoncer en 1905 que la lumière est composée de quanta, que l'on appellera plus tard des photons, qui sont des particules sans masse, sans charge électrique, et dont l'énergie dépend de la fréquence de l'onde associée. En 1922, Arthur Compton étudie, et c'est ce qu'on appelle l'effet Compton que je vous représente à droite, étudie la diffusion des rayons X par une mince feuille de graphite. Donc, vous avez ici un photon incident d'énergie E égale h nu qui arrive sur une feuille de graphite, et dans cette feuille de graphite, en fait, on a des électrons. Il constate que lorsqu'un photon vient heurter un électron, le photon est diffusé, et ce qu'il observe, c'est que la longueur d'onde des photons diffusés est plus grande que celle des photons incidents. Alors, je vous rappelle, là je vous ai dit que E c'était h nu. Nu c'est la fréquence, et vous savez qu'on peut aussi écrire que nu c'est c sur lambda. Donc ça veut dire que si le photon diffusé il a une longueur d'onde plus grande, comme la longueur d'onde intervient au dénominateur, c'est que l'énergie correspondante, elle est plus petite. Et les électrons sont éjectés. Il interprète cette expérience comme une collision entre un photon et un électron du graphique, et il en déduit, comme prévu par Einstein, que les rayons X se comportent comme des particules. Et donc certains phénomènes, l'effet photoélectrique, l'effet Compton, sont des manifestations du comportement, cette fois-ci particulière, de la matière. On est donc amené à parler de la dualité onde-particule. C'est-à-dire que les concepts d'onde et de particules pris séparément, eh bien, ils sont insuffisants pour interpréter en fait tous les phénomènes optiques que l'on peut observer. La lumière, en fait, elle va se comporter parfois comme une onde, parfois comme une particule. Et en fait, suivant les conditions, ça sera l'une ou l'autre. Alors, pour comprendre cette notion de deux aspects en même temps pour la lumière, on fait souvent ce qu'on appelle la métaphore du cylindre. Alors, imaginez, vous avez un cylindre, vous voyez, qui est représenté ici en vert, qui est dans une pièce sombre. Et ce cylindre, suivant qu'on l'éclaire par la droite ou par le dessus, la forme de l'ombre portée va être différente. Si on l'éclaire par la droite, l'ombre portée va être un rectangle. Mais si on l'éclaire par le dessus, l'ombre portée va être un cercle, un disque. Donc vous voyez, c'est deux façons d'envisager en fait le même phénomène. Et donc pour qualifier ce comportement pour la lumière, on parle de dualité onde-particule. Quelquefois vous entendrez aussi onde-corpuscule. Vous retiendrez onde-particule. Et donc, c'est ainsi qu'on introduit le photon. Dans le cadre du modèle particulaire d'Einstein, les rayonnements électromagnétiques, dont la lumière constitue la partie visible, transportent des quantas d'énergie qu'on appelle des photons. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le photon, c'est une particule de masse nulle, qui n'a pas de charge électrique et qui se déplace à la célérité dans le vide de 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. L'expression des quantas d'énergie, c'est E égale h nu, et donc comme tout à l'heure on aurait pu écrire aussi égale hc sur lambda. Donc E c'est l'énergie en joules, je vous rappelle que le joule c'est l'unité légale, nu c'est la fréquence de l'onde en hertz, et h c'est la constante de Planck, donc la valeur est toujours donnée dans les exercices, c'est 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. Alors, on va faire un petit exercice. Donc, je vous demande de calculer l'énergie des rayonnements rouge et bleu se propageant dans le vide, de longueurs d'onde respectives, 720 nanomètres et 450 nanomètres. Alors, dans l'idéal, vous mettez sur pause, vous prenez quelques instants pour faire le calcul,
Et puis, donc, vous regardez la correction après. Alors, l'énergie, on a dit que c'était... Donc, si je calcule, par exemple, l'énergie pour le rayonnement rouge, je vais écrire que c'est H fois la fréquence du rouge, c'est-à-dire H fois C sur lambda rouge. Si je remplace, donc H, c'est 6,62 fois 10 puissance moins 34, donc dans l'unité légale. La célérité de la lumière, on a dit 3,00 fois 10 puissance 8, sur, alors lambda rouge, 720 nanomètres, et nano, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Si vous faites l'application numérique, vous allez trouver 2,76 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc le joule, c'est bien l'unité légale, et vous voyez que la valeur de l'énergie, elle est vraiment très faible. C'est pour ça qu'on pourra utiliser, on va le voir dans une petite application suivante, une autre unité pour l'énergie, l'électronvolt. Mais le joule, c'est l'unité légale, l'électronvolt, ça sera une unité usuelle. Si vous faites la même chose pour le bleu, eh bien l'énergie correspondant au bleu, la formule sera exactement la même, sauf que dans le calcul, vous ne prendrez pas 720 nanomètres, mais 450 nanomètres, et là vous trouverez 4,41 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc encore une fois, une valeur très petite. Alors, un petit peu plus tard, en 1923, alors que les scientifiques donc, ont prouvé que la lumière peut se comporter comme une onde et comme une particule, Louis de Broglie, alors ça s'écrit de Broglie, mais on l'énonce Louis de Broglie. Donc Louis de Broglie, c'était un mathématicien, un physicien français. Eh bien lui, il a émis l'hypothèse que l'on pouvait associer une onde à des particules matérielles comme les électrons. Et il a émis l'hypothèse donc que les objets microscopiques de la matière, les électrons, les protons, présentent comme la lumière un double aspect ondulatoire et particulaire. Alors, il émet cette hypothèse de double comportement pour tous les objets microscopiques de la matière. Ses travaux lui ont permis d'obtenir en 1929 le prix Nobel de physique, et il avait travaillé sur la nature ondulatoire de l'électron. Donc c'était une hypothèse qu'il avait faite en 1924. Et en 1927, Davison et Germer, donc qui étaient des physiciens américains, ont réalisé pour la première fois la diffraction d'un faisceau d'électrons, prouvant ainsi le caractère ondulatoire des électrons. Donc l'électron est devenu à la fois une particule, ça on le savait déjà, et une onde. Alors les deux clichés que je vous présente, donc regardez bien, ce sont des figures de diffraction. À gauche, c'est la figure de diffraction qui est obtenue avec des rayons X. Voilà, c'est noté là. Et à droite, c'est la figure de diffraction obtenue avec des électrons. Vous notez qu'il y a quand même une grande analogie entre ces deux figures. Donc, un petit peu plus tard, en 1946, des chercheurs américains mettent en évidence cette fois-ci la diffraction des neutrons. On change d'échelle. En 1992, une équipe japonaise met en évidence des interférences, cette fois-ci avec des atomes de néon. Et en 1999, on change encore une fois d'échelle. C'est une équipe autrichienne qui met en évidence des interférences avec des molécules de fullerène. Alors, ce sont des molécules composées de 60 atomes de carbone. Pour ceux qui veulent s'entraîner un peu, il y a un sujet de bac qui porte sur la diffraction des rayons X et faisceaux d'électrons. C'est le sujet du Centre étranger 2016. Alors, Louis de Broglie a donc
établi une dualité onde-particule pour les particules, comme elle avait été énoncée pour la lumière. Et donc, il a établi une formule qui est celle-ci, P égale H sur lambda. Donc H, c'est la constante de Planck que l'on a définie précédemment. Lambda, c'est la longueur d'onde. Et P, qu'est-ce que c'est? P, c'est une grandeur qu'on a déjà vue dans le cours au tout début de la mécanique. C'est la quantité de mouvement que l'on avait définie pour un objet de masse petit m et animé d'une vitesse v. La quantité de mouvement, c'est le produit de la masse par la vitesse. Et donc vous voyez que cette relation de De Broglie, en fait, elle permet de faire le lien entre l'aspect ondulatoire, grâce à la longueur d'onde, et l'aspect particulaire, grâce à la quantité de mouvement. Et donc il va falloir retenir maintenant que les objets microscopiques présentent, comme la lumière, un double aspect, à la fois ondulatoire et corpusculaire. Une petite application. Donc un électron de masse 9,11 10-31 kg a une énergie cinétique de, vous voyez ici, 54 électronvolts. Je ne suis pas dans l'unité légale. Donc ça veut dire que quand je vais passer à l'application numérique, il va falloir que je fasse une conversion. Et on vous demande quelle est la longueur d'onde associée à l'onde de matière. Alors comme tout à l'heure, l'idéal, vous mettez sur pause, vous prenez 5 minutes pour faire le calcul, et puis ensuite vous corrigez avec ce qu'on va faire là. Donc, la relation de De Broglie, c'est P qui est égal à H sur lambda. On en déduit que lambda, c'est H sur P. On en déduit donc que lambda, c'est H et P, donc on l'a rappelé, c'est le produit de la masse par la vitesse. Alors, H, c'est la constante de Planck. 662 10-34, on connaît sa valeur. M, c'est la masse de l'électron, elle est donnée dans l'énoncé. Le souci, c'est pour la vitesse de l'électron, on ne la connaît pas, mais on a l'énergie cinétique. Donc, dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, on va rappeler que l'énergie cinétique, par définition, c'est 1/2 de M fois V au carré. Donc, on en déduit que V au carré, c'est 2 fois l'énergie cinétique sur M. Et donc, on en déduit que V, c'est racine carrée de 2 fois EC sur M. Cette expression de la vitesse, je vais pouvoir la remplacer dans l'expression de lambda qui est juste au-dessus. Donc, j'en déduis que lambda, c'est H sur M fois, et je remplace V par racine de 2 fois EC sur M. Bon, là, vous pouvez faire le calcul directement, mais si je détaille un petit peu au niveau du dénominateur, ça va me donner H sur, alors, le M qui est là, je vais pouvoir écrire que c'est racine carrée de M au carré. Je pense que ça, tout le monde est d'accord. Fois racine de 2 fois EC sur M. J'en déduis que lambda, c'est H sur... Alors, racine de A fois racine de B, c'est racine de A fois B. Donc, ça va me donner racine de... Alors, je vais avoir M au carré sur M. Le M qui est au dénominateur va se simplifier avec le carré. Il va me rester 2 fois EC fois M. Si on passe à l'application numérique, ça va donner lambda égale, alors H, c'est 6,62 fois 10 puissance moins 34 sur racine carrée de
Alors, 2 fois l'énergie cinétique, c'est 54, mais attention, électronvolts. Et 1 électronvolt, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Et fois, je n'oublie pas, la masse qui est de 9,11 fois 10 puissance moins 31 et kilogrammes, c'est l'unité légale. Si vous faites l'application numérique, vous allez trouver pour lambda 1,7 fois 10 puissance moins 10 mètres. Donc ça, c'est la valeur de la longueur d'onde associée à l'onde de matière liée à l'électron. Alors, la relation de De Broglie, c'est donc P égale H sur lambda ou lambda égale H sur P. Alors la question qu'on peut se poser, c'est à quelles conditions est-ce qu'on va observer le caractère, l'aspect ondulatoire. Alors pour que l'aspect ondulatoire se manifeste, en fait la masse de la particule doit être relativement faible. C'est le cas pour des particules élémentaires comme le proton, le neutron ou l'électron. Dans le cas contraire, si la masse elle est grande, donc je vous rappelle que la quantité de mouvement c'est m fois v, si la masse elle est grande, comme elle apparaît au dénominateur, plus la masse est grande, plus la longueur d'onde est petite. Et dans ce cas-là, donc, la valeur de la longueur d'onde associée est tellement faible qu'il n'existe aucun obstacle ou ouverture suffisamment petit pour pouvoir diffracter l'onde. Et dans ce cas-là, l'aspect ondulatoire de la particule de matière ne peut pas se manifester. Le comportement ondulatoire des objets microscopiques est significatif lorsque la dimension de l'obstacle est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde de matière. Alors, un petit calcul. Si on considère par exemple des élèves, masse moyenne 60 kg, qui passent par le portail du lycée avec une vitesse de 2 mètres par seconde, on va se poser la question, quelle est la valeur de la longueur d'onde de l'onde de matière associée à un élève? Alors si on fait le calcul, donc maintenant vous avez compris, vous faites pause, vous faites le calcul. Lambda, c'est donc H sur P, c'est-à-dire lambda égale H sur M fois V. Si on passe à l'application numérique, ça va donner lambda égale, donc H 6,62 10 puissance moins 34 sur M, donc on a dit, allez, 60 kg, et le kilogramme c'est l'unité légale, et la vitesse 2 mètres par seconde. Si vous faites l'application numérique, vous trouvez 5,5 10 puissance moins 36 mètres. Et vous voyez que ça, c'est largement plus petit que la dimension de l'obstacle qui est de 5 mètres. Et donc les élèves n'auront pas de comportement ondulatoire. Alors on va passer à quelque chose maintenant de un petit peu différent. On va parler des phénomènes quantiques. Alors les phénomènes quantiques, ce sont des phénomènes où interviennent des objets microscopiques de la matière, mais dont on ne peut pas qu'on ne peut pas expliquer avec les lois classiques de la physique. Alors sur le schéma de gauche, vous devez reconnaître un montage que vous avez mis en œuvre cette année, une source lumineuse, donc vous aviez un laser qui éclaire des fentes Young, et derrière un écran. Vous aviez fait l'expérience et vous aviez constaté que sur l'écran, on observait une figure d'interférence. Dans l'expérience que je vous présente là, c'est un tout petit peu différent, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas faire au lycée parce qu'on n'a pas la source adéquate. En fait, on utilise une source qui va émettre des photons, mais regardez bien ce que je vous ai écrit ici. Les photons, c'est important pour bien comprendre la suite, ils sont émis un par un. Ils sont émis un par un, et donc ils vont arriver successivement, donc les uns après les autres, au niveau des fentes Young,
Ils vont passer au travers des fentes de Young et donc se retrouver sur l'écran. Alors l'écran, évidemment, ça ne sera pas une feuille de papier, ça sera un écran, donc on verra ça dans un prochain chapitre, constitué de petites entités qu'on appelle des pixels. Et à chaque fois qu'un pixel va être, on va dire, percuté par un photon, il va s'éclairer. Alors, l'expérience a été faite et je vais vous montrer la vidéo qui a été obtenue. Alors, c'est pas une animation, c'est une vraie vidéo. Donc, je vais essayer de vous la lancer. Donc, vous voyez le rectangle noir, c'est en fait le capteur où se trouvent les pixels. Donc, regardez bien ce qui se passe au niveau de cet écran. Donc, je l'ai arrêté, je vais vous le remettre. Vous avez vu que des petits carrés lumineux s'éclairaient. Ces petits carrés, c'était les pixels. À chaque fois que vous voyez un petit pixel s'éclairer, c'est qu'un photon est arrivé. Donc je vous la repasse, regardez bien. Vous voyez que des pixels s'éclairent sur toute la surface de l'écran, ce qui veut dire que des photons arrivent sur tout l'écran, aléatoirement, en haut, en bas, à droite, à gauche. Alors la vidéo elle est un petit peu longue, mais si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a quelque chose de particulier qui apparaît, que vous allez reconnaître. Une alternance de franges plutôt brillantes et d'autres plutôt sombres. Ce que vous voyez sur la figure d'en dessous, vous imaginez une ligne horizontale qui traverse l'écran. C'est en fait le nombre de photons qui va arriver sur chaque pixel. Et vous voyez des franges apparaître. Et ces franges, eh bien, elles doivent vous rappeler ce qu'on a vu au début de l'année, à savoir des franges d'interférence. Donc la vidéo, voilà, elle est terminée. Alors, je reprends mon stylet. Donc, pardon. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette expérience, de cette vidéo? Donc je vous rappelle, c'est une vraie vidéo, c'est pas une simulation ni une animation. Eh bien, on constate que sur l'écran, donc sur le détecteur, des impacts se produisent un par un. Ça, c'est important. Les uns après les autres. Ce qui suggère que la lumière se propage par quanta d'énergie, comme on l'a dit tout à l'heure, des photons. Cette observation met en évidence la nature particulière de la lumière. Mais le fait d'obtenir des franges d'interférence met en évidence le caractère ondulatoire. Donc cette expérience, elle met à la fois en évidence le caractère particulaire et le caractère ondulatoire. Elle met en fait en évidence la dualité onde-corpuscule. Alors deux remarques. Chaque photon arrive en un point déterminé de l'écran, mais par contre, la position de l'impact, elle est imprévisible. Vous avez dû le voir sur la vidéo. Et deuxième chose importante, il est impossible de déterminer par quelle fente les photons vont passer. Puisqu'ils arrivent sur l'écran, ils passent forcément par une des deux fentes, mais par contre, on ne sait pas laquelle. Et toute tentative d'observation qui permettrait de savoir par quelle fente est passé le photon perturbe en fait totalement le phénomène et tellement que ça entraîne la disparition de la figure d'interférence. Alors si on veut aller un petit peu plus loin, vous allez voir que l'interprétation elle peut devenir rapidement étrange. Alors, les photons se comportent comme des particules localisées spatialement lorsqu'ils arrivent sur l'écran. Mais il est impossible de confirmer ce comportement particulier en déterminant par quelle fente passe un photon et quelle est sa trajectoire. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième,
c'est que les photons montrent un comportement ondulatoire en faisant apparaître peu à peu une figure d'interférence. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début. Les photons, ils sont émis un par un, photon après photon. Comment, dans ces conditions, est-ce qu'on peut avoir interférence? Parce que qui dit interférence dit que le photon doit interférer avec un autre. Et ça, c'est impossible, puisqu'ils sont émis, j'insiste bien, les uns après les autres, un par un. Chaque photon semble donc passer simultanément par les deux fentes. Et ça, c'est absolument inenvisageable pour une particule indivisible. Alors, chose intéressante, la même expérience que l'on va mener avec des électrons conduit exactement aux mêmes observations. Et donc, ça veut dire que, au mieux, on peut prévoir la probabilité de trouver une particule, un photon, en un endroit donné. On ne peut pas savoir où est la particule sur l'écran, simplement où est la probabilité la plus grande de trouver la particule. Donc par exemple, si vous regardez les 4 photos qui vous sont présentées là, en fait c'est au cours du temps. Vous voyez qu'au départ on voit des impacts un peu partout, mais il n'y a aucune figure qui se dessine. Pour une durée un peu plus grande, on distingue des franges qui apparaissent, et puis pour une durée vraiment longue, on voit clairement les franges. Et donc, quand on a une zone très brillante, comme ici, ce qu'on peut dire, c'est que la probabilité est grande de trouver un photon dans cette zone-là. Par contre, pour une bande sombre, la probabilité d'y trouver un photon est très très faible. Donc lorsque le nombre de photons est très important, c'est ce qu'on voit sur la figure de droite, les photons respectent une loi de probabilité et forment le motif caractéristique des franges d'interférence. Et ces franges doivent s'interpréter comme une alternance de zones où un photon a une probabilité de présence grande, maximale ou faible. Mais là, le mot important, c'est probabilité de présence. Et donc, pour conclure, un objet quantique, on dira que c'est un objet qui présente simultanément les aspects particulaires et ondulatoires. Et, très important, le comportement d'un objet quantique ne peut être prédit que de manière probabiliste, et seule l'étude d'un très grand nombre de particules permet d'établir ce comportement. Voilà, ce chapitre est terminé. Dans le prochain, on va aborder le laser.